Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Heureux de vous retrouver. Voici les titres. À la une, des centaines de jeunes se sont rassemblés ce samedi à Cotonou au Bénin pour dénoncer la tentative de coup d'État de dimanche dernier. Dans le même temps, côté politique, l'enquête avance alors que les présumés responsables sont toujours recherchés. La correspondance à Cotonou en début de journal. Coup d'envoi ce samedi de la campagne électorale en République centrafricaine. Le 28 décembre prochain, les Centrafricains voteront lors d'une quadruple élection municipale, régionale, législative et bien sûr présidentielle. Les meetings ont déjà débuté. Le point dans cette édition. Enfin, ce soir, nous allons parler du secteur minier en Guinée et plus précisément du manque de parité dans la main-d'œuvre. Et pour tenter d'y remédier, Mariama Daf a fondé l'ONG Force des femmes. Elle est notre invitée. L'interview en fin de journal. Et on ouvre ce journal au Bénin. 6 jours après la tentative de putsch, les soutiens à l'exécutif se multiplient. Ce samedi, des centaines de jeunes se sont retrouvés pour exprimer leur indignation et dénoncer une tentative de coup de force. Écoutez Adenile Soglo, l'un des organisateurs de ce rassemblement. La jeunesse est contre le fait qu'on mette en péril son avenir, que la jeunesse est contre la violence et que la jeunesse béninoise aujourd'hui est lucide. Jamais on ne permettra que de telles tentatives réussissent. Dire non quand il faut taper du poing sur la table. Et l'enquête se poursuit alors que les principaux présumés responsables sont toujours en cavale. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri est cité comme un maillon central, tandis que le gouvernement évoque une opération lourde menée par plusieurs groupes. On fait le point sur l'enquête avec Emmanuel Sodji, notre correspondance à Cotonou. L'enquête avance, mais les principaux présumés cerveaux sont toujours en cavale. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri est présenté comme un acteur central, mais il ne serait pas seul. D'autres insurgés sont recherchés. Le gouvernement insiste sur un point et son porte-parole Wilfried Léandre-Oumedji parle d'une opération qui a demandé de gros moyens, une vraie logistique, et il compare l'ampleur de cet effort à ce qu'on mobilise normalement pour la garde nationale dans la lutte antiterroriste. Il évoque également plusieurs groupes, au total entre 100 et 200 hommes. Côté judiciaire, il y a eu 13 arrestations de militaires, plus un ancien militaire, soit 14 au total. Alors maintenant, l'enquête cherche à savoir s'il y a eu des complicités, y compris au sein de l'appareil sécuritaire, au-delà de ceux qui ont agi sur le terrain lors de la tentative de putsch. L'enquête vise aussi des civils. Candidat Zanei, qui est ancien allié au président Patrice Talon, devenu opposant très virulent, il a été arrêté ce vendredi pour des soupçons de complot et d'incitation à la rébellion, selon des sources judiciaires. Alors, la justice béninoise a également émis un mandat d'arrêt international contre Kémy Séba, très connu pour son discours anti-occidental et son soutien au camp des pays de l'AES. Il est d'ailleurs poursuivi après une vidéo dans laquelle il salue la tentative de coup d'État, et la justice béninoise y voit là une apologie et une incitation à la rébellion. Dernier volet très sensible, la dimension régionale. Alors la piste togolaise est avancée par Cotonou, qui dit avoir engagé des démarches pour la remise de suspects. La piste nigérienne AES circule aussi, mais sans éléments officiels à ce stade. Et ça pose une dernière question. Si les putschistes avaient pris le pouvoir, à qui cela aurait profité ? Autre titre de ce journal, top départ de la campagne pour le quadruple scrutin du 28 décembre prochain en Centrafrique. En tête, la présidentielle et 7 candidats ont 2 semaines pour convaincre. Parmi ces candidats, 3 poids lourds de la scène politique étaient à Bangui ce samedi pour les premiers meetings. Le président sortant Faustin Archange Touadéra et 2 de ses principaux opposants, Anissé Georges Doléguélé et Henri-Marie Dondra. Le point avec Cyril Jefferson Yapende et Jospin Bissi. À Bangui, l'heure est désormais à la mobilisation générale avec le lancement officiel de la campagne pour le quadruple scrutin du 28 décembre prochain. Les candidats entrent dans la dernière ligne droite d'un processus électoral inédit qui combine à la fois les élections nationales, locales et régionales. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, tandis que des centaines d'autres briquent des mandats locaux. Ce scrutin local est une première depuis près de 40 ans. C'est surtout à Bangui que l'attention se concentre. Les 3 poids lourds de la scène politique lancent d'ailleurs
leur campagne ce samedi dans la capitale centrafricaine. Faustin Archange Touadéra, au pouvoir depuis 2016, est candidat à sa propre succession. Il vante une pacification du pays durant ces 2 quinquennats. Face à lui, ses 2 principaux concurrents sont Anissé Georges Doléguélé et Henri-Marie Dandra. Tous les 2 sont d'anciens premiers ministres du pays qui prônent pour une alternative démocratique et promettent de lutter contre la pauvreté. Les 7 candidats ont jusqu'au 26 décembre prochain pour convaincre environ 2 300 000 électeurs centrafricains. Autre présidentielle en Guinée qui aura lieu à la même date, le 28 décembre prochain. Les Guinéens sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président. Les 9 candidats en lice multiplient les meetings à travers le pays pour convaincre les électeurs, alors que le principal opposant, Cellou Dalein Diallo, écarté de la course, appelle les Guinéens au boycott. Des explications de notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. À Conakry, la capitale guinéenne, les grands panneaux publicitaires sont presque entièrement recouverts d'affiches géants à l'effigie de Mamadi Doumbouya. Dans les grands carrefours, des haut-parleurs diffusent en boucle des musiques à la gloire du chef de la transition. Vous savez, une élection, c'est d'abord une compétition. Et qui dit compétition, dit un choix parmi les candidats. Il y a 9 candidats. Et quand nous examinons les 9 candidats, le seul, à notre avis, et de loin, qui est capable d'assurer la paix, la stabilité dans ce pays et la continuité dans les progrès économiques que nous constatons, c'est bien le monsieur Mamadi Doumbouya. Face à Mamadi Doumbouya, aucun poids lourd de la politique guinéenne. Sur 51 candidatures déposées, seuls 9 ont été retenus. Parmi eux, Bouna Keïta, candidat pour la 3e fois à la présidentielle. Quand vous votez pour moi, je vais mettre l'agriculture devant. Je vais mettre l'industrie devant. Quand vous entendez la sécurité, la première sécurité, c'est ton ventre. Si tu n'as rien mangé, tu ne peux rien faire. Mais cette campagne se déroule dans un climat de tension. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, en exil et écarté de la course, dénonce une élection qu'il qualifie, je cite, de mascarade. Il appelle les Guinéens à boycotter le scrutin. En Guinée, le président de la transition, Mamadi Doumbouya, fait du secteur minier sa priorité de développement depuis son arrivée au pouvoir à la suite du coup d'État en 2021. Avec le méga projet de Simandou en figure de proue, un secteur où, comme dans la majorité des métiers, les femmes sont peu nombreuses. C'est le combat de notre invitée, Mariama Adaf. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancienne Miss Guinée, mais surtout fondatrice et présidente de l'ONG Force des femmes. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi avoir fondé cette ONG Force des femmes et pourquoi le secteur des mines? Alors, tout d'abord, j'ai toujours voulu aider. Et cela s'est concrétisé lorsque j'ai été élue Miss Guinée-France en 2017. Donc, j'ai eu l'initiative de créer l'ONG Force des femmes pour accompagner les personnes vulnérables, mais tout en misant sur l'autonomisation des femmes. Et dans le cadre du projet Simandou du président de la République, Force des femmes a mis en œuvre le PROFEF, Programme de formation et d'employabilité des femmes dans le compte Simandou 2040. Donc l'objectif déjà, c'est de faire participer ces femmes au programme, parce que nous constatons aujourd'hui que les femmes, elles sont peu représentées dans le secteur minier. Donc, accompagner ces femmes dans la conduite d'engins lourds et dans la conduite de tracteurs, cela fait en sorte qu'aujourd'hui, que ces femmes, elles sont beaucoup représentées dans le secteur minier et ça contribue au développement de la Guinée. Effectivement, les femmes ne représentent que 15% de la main-d'œuvre formelle du secteur minier. Ce sont les chiffres du ministère des Mines. Est-ce qu'il y a une peur des femmes de travailler dans des secteurs, disons, considérés comme masculins, de peur d'être discriminées, ou bien il y a une réticence des patrons de recruter des femmes parce qu'il y a des préjugés? Alors déjà, nous répondons en fait aux besoins des partenaires solides qu'on a, comme la SMB Winning Consortium. La demande, elle est vraiment elle est forte sur le marché. Donc, Force des femmes, en fait, a initié ce programme pour corriger en fait cette inégalité et faire en sorte en fait que ces femmes aujourd'hui qu'elles retrouvent leur place. Donc là, le lancement s'est tenu à Bokeh tout récemment. Donc je dirais en fait c'est un moment fort pour ces femmes guinéennes de voir aujourd'hui que ces métiers en fait ne sont pas seulement consacrés aux hommes, mais qu'elles aussi elles peuvent apprendre, elles peuvent se former pour pouvoir se positionner dans le secteur minier.
Et quand vous allez voir, par exemple, des patrons et que vous leur proposez de profils de femmes, est-ce qu'ils sont réticents, est-ce qu'ils ont peur ou pas? Ils ne sont pas peur parce qu'aujourd'hui, on a des femmes qui sont capables. Les femmes, elles sont très engagées. Donc aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Nous, par exemple, avec le partenaire qu'on a, vu que déjà l'ONG a formé 499 femmes dans le passé, donc ça a encore en fait renforcé la crédibilité du projet. Ils nous ont fait confiance et ils savent que les femmes, en fait, aujourd'hui, elles peuvent occuper leur place dans la société pour le développement de la Guinée. Comment se passe le recrutement? Quel profil des femmes? Est-ce que vous exigez un diplôme de la part de ces femmes pour bénéficier de cette formation? Alors déjà, pour la première phase de formation qu'on a lancée dans la conduite d'engins lourds et tracteurs, il faut que ces femmes, déjà, elles ont 21 ans pour avoir en fait un permis après ces formations. Et aussi, il faut déjà en fait qu'elles ont une base aussi dans la conduite d'engins. Parce que la formation, en fait, elle concerne les femmes de la région de Boké. Pourquoi Boké? Parce que Boké, déjà, c'est une zone minière par excellence et le partenaire qui a financé cette ONG exerce aussi à Boké. Donc aujourd'hui, ces femmes que nous avons recrutées pour sa formation, c'est des femmes qui sont en bonne santé et qui sont capables aujourd'hui de pouvoir aussi conduire tout ce qui est engins lourds et tracteurs et trains. Et comment se passe justement la formation des engins lourds, des tracteurs? Dans quel métier vous formez? Combien de temps ça dure? Expliquez-nous comment ça se passe. Alors déjà, l'objectif déjà, c'est de former 2500 femmes en 5 ans. Là, on a lancé la première étape de phase de formation. 35 femmes vont bénéficier de ces formations en conduite d'engins lourds et tracteurs. Et ensuite, la formation, elle va durer pendant 3 mois. Donc, il y aura déjà la partie théorie et la partie pratique. Donc, c'est un peu ça. On a déjà un centre de cabinet qui s'occupe de la formation et du suivi, en fait, de ces femmes. Et l'objectif, on l'a dit au début, l'objectif, c'est une meilleure représentativité des femmes dans le secteur minier. Mais est-ce qu'à l'issue de ces formations, il y a une promesse d'embauche? C'est-à-dire que les femmes qui seront formées grâce à votre ONG, vous avez des partenariats avec des groupes qui les promettent d'avoir un emploi et de travailler dans le secteur? Alors déjà, oui, avec la SMB et la société Baou, qui sont déjà deux grands acteurs pour le projet Simandou, nous allons former ces 2500 femmes en 5 ans. Et ensuite, cela permettra en fait à ces bénéficiaires de faciliter, d'intégrer facilement le marché du travail ou à créer en fait leur propre entreprise. Donc, et vous avez dit que vous avez formé 450 femmes, c'est ça? Là, on a lancé la première phase de formation, 35 femmes. Qui ont déjà bénéficié de la première. Elles ont bénéficié, elles ont fini la formation? Elles ont commencé, on a démarré. Et dans combien de temps elles pourront travailler la formation terminera dans combien de temps pour elles? Dans 3 mois, la formation, elle va finir. Et ensuite, nous allons passer à l'étape de stage et ensuite à l'embauchement direct. Et vous avez parlé de la conduite des engins. Quels autres métiers peuvent-elles exercer dans le secteur des mines, les femmes? On a la conduite d'engins lourds, on a la mécanique, la soudure et aussi la conduite de tracteur. Et pas seulement ça. Donc, juste après cette première phase de formation, nous avons aussi un autre lot qui va se faire former dans la transformation de produits agricoles. Et ça se fera dans les autres régions concernées du projet Simandou. Est-ce que vous avez dû faire face à des barrières? Vous avez eu des difficultés à convaincre déjà ces femmes peut-être d'aller dans un secteur où elles sont pas forcément les bienvenus? Est-ce que vous avez des difficultés aussi à convaincre les patrons de dire les femmes sont capables de faire ces métiers, il faut les embaucher? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les femmes, elles sont très déterminées. Elles veulent apprendre, elles veulent se former. Mais est-ce que ce message est entendu? Le message est très bien entendu parce que voir ces femmes aujourd'hui apprendre ces formations et après intégrer le secteur du marché, ça c'est très inspirant pour elles. Donc au niveau des partenaires, on n'a pas eu ce souci parce que je vous ai dit aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer la femme. C'est vrai en fait qu'elles sont peu représentées dans ce secteur, mais je me dis c'est vraiment en fait l'opportunité de les placer au sein de ce programme et faire en sorte aussi qu'elles ont leur place et surtout qu'elles puissent bénéficier des avantages de ce projet. Donc au niveau des partenaires, on n'a pas eu ce souci de recrutement. Eh bien, on vous dit félicitations et merci beaucoup Mariama Daf. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le Journal de l'Afrique de France 24. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice de l'ONG Force des femmes. J'ai oublié le nom. Merci beaucoup. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'information continue.
Tu es parfaite. Tu es superbe et encore plus belle avec une arme. Merci. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023 en Israël, les demandes de port d'armes se sont envolées, et ceci principalement chez les femmes. J'ai découvert le monde des armes pendant mon service militaire et j'ai adoré. Quand je porte une arme, j'ai le sentiment de donner de la force à la nation juive et aux femmes. Mon but, c'est que n'importe quelle femme d'Israël qui cherche à se protéger obtienne le droit de le faire. Un bouleversement sociétal et un incroyable engouement, encouragé par une nouvelle loi qui divise encore plus le pays. Ce que font les armes dans la rue, c'est ségréguer la société entre ceux qui se sentent menacés par elles et ceux qui, au contraire, se sentent protégés. Israël, aux armes citoyennes, un document à découvrir sur France 24.